Si un homme parle de féminisme, on va lui dire qu'il s'approprie la parole des femmes, alors que si une femme victime travaille sur les violences conjugales, on va lui dire qu'elle manque d'objectivité. Alors qui est légitime pour parler de quoi? On s'intéresse donc à une question épistémologique assez épineuse qui essaye de la position sociale acceptable pour parler d'un sujet en sciences humaines et sociales. Par exemple, on a le cas de l'historien juif Karsfeld qui est spécialiste de l'histoire de la Shoah. Certaines personnes vont dire qu'être trop proche de l'objet qu'on étudie n'est pas souhaitable car il y aurait un risque accru de biais et de dérive vers l'idéologie. À l'inverse, d'autres affirment que si le chercheur est trop éloigné socialement de son sujet, alors il n'est pas légitime pour en parler car il n'est pas concerné. Les sciences humaines, bien qu'elles aient leur propre sujet et leur propre méthode de recherche qui diffèrent de celles des sciences naturelles et formelles, sont des sciences. C'est-à-dire qu'il y a des techniques pour supprimer au maximum les biais potentiels. Dans le métier de sociologue, publié en 1968, Bourdieu insiste beaucoup sur le fait que les sciences sociales sont traversées par des biais. Et le travail du sociologue, justement, ça va être de contrôler ces biais par une méthode rigoureuse. Pour citer un exemple célèbre d'un biais qui a compromis les résultats d'une étude en sciences humaines, on peut parler de l'effet Hawthorne, avec un bel accent. Hawthorne effect. Dans les années 1920, Elton Mayo et son équipe mènent une recherche au sein de l'usine Hawthorne, donc près de Chicago. Donc c'est une usine composée uniquement par des femmes, donc des ouvrières. Et en fait, le but de l'étude, c'est de voir si des modifications des conditions de travail peuvent augmenter la productivité. Donc par exemple, ils vont éteindre la lumière, allumer la lumière, mettre des pauses à certains moments de la journée et cetera. Et les résultats de l'étude sont très surprenants puisque, on remarque que les femmes, donc les ouvrières, augmentent leur productivité quand elles se savent observées par les chercheurs et ce, peu importe la modification des conditions. Cet effet est devenu un cas classique pour montrer que la présence de l'observateur influence et biaise le comportement observé. Il y a des techniques pour annuler au maximum ces biais et s'assurer de produire de la théorie scientifique et non pas simplement de l'opinion. Deux de ces techniques. Donc d'abord, si on fait une enquête qualitative, une des techniques pour s'assurer d'avoir une vue d'ensemble du milieu et pas seulement une vue partielle, ça va être de multiplier les entretiens et de s'assurer d'avoir un échantillon représentatif. Qu'est-ce qu'un échantillon représentatif? Donc c'est un petit groupe de personnes choisies pour représenter une population plus grande. La seconde technique est celle du travail d'objectivation du chercheur. Un des exemples célèbres de ce travail d'objectivation du chercheur, c'est le journal d'ethnographe publié par le chercheur, l'anthropologue Malinowski. Pendant la Première Guerre mondiale, Malinowski part au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour étudier la population locale. Pendant ce travail anthropologique, il a un carnet, une sorte de journal intime, où il y consigne toutes ses impressions subjectives sur le terrain qu'il est en train d'étudier. Parmi ces impressions, on retrouve beaucoup de fantasmes sexuels à propos des femmes autochtones de l'endroit où il se trouve. Ça peut paraître un petit peu étrange, mais en fait, pour le chercheur, c'est une manière de mettre à distance toutes ces impressions subjectives qui viendraient polluer en fait la recherche ici ethnographique. Pour en revenir à notre question du tout début, à savoir qui est légitime de parler de quoi en sciences humaines et sociales, on a vu que finalement, ce qui compte réellement, c'est pas tant la position du chercheur vis-à-vis de son objet, mais plutôt les méthodes qu'il utilise pour supprimer au maximum les biais potentiels. Nota bene, depuis que les sciences humaines comptent de plus en plus de chercheurs issus des minorités et ou que le savoir produit par les minorités est considéré comme légitime, on a un courant qui traverse les sciences humaines qui est celui de la recherche située. Selon ce courant, on a besoin de chercheurs qui soient concernés par leur objet et pas seulement des hommes blancs cisgenres riches qui pensent que leur point de vue sur un objet est forcément neutre.